Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV pour cette deuxième édition de la matinale de la construction bois. Aujourd'hui, nous allons parler bois en extérieur, on va parler finition et vieillissement. Avec moi, autour de la table, deux architectes. Monsieur Étienne Mégard, vous êtes architecte à Paris et en Rhône-Alpes. Monsieur Guillaume Bellus, de l'agence Bellus et Enoch, vous êtes architecte à Paris. Bonjour. Et deux spécialistes du bois. Mathieu Foulonneau, vous êtes gérant d'Idéo Bis, vous nous en direz un petit peu plus là-dessus. Et puis vous êtes aussi co-rédacteur d'un ouvrage qui s'appelle Le bois en extérieur, co-réalisé avec Atlan-Bois. Et à ma droite, monsieur Vincent Marlin, vous êtes responsable marketing produit de la construction Pifto Bois. Alors, première question, le bois, ça vieillit, monsieur? Le bois, c'est un matériau naturel. Il a une histoire avant, c'est un arbre qui a grandi, et il a une histoire aussi après. Donc évidemment, c'est un matériau qui en tant que matériau naturel, va évoluer en fonction de son environnement. Lorsqu'il est positionné sur un ouvrage, la météo, la pluie, l'exposition au soleil vont faire que ce matériau va avoir une évolution. Après, toute la question, c'est de pouvoir soit anticiper cette évolution future, soit finalement pouvoir, à minima, la garantir, au moins un petit peu la contrôler et l'anticiper. Monsieur Foulonneau, le bois, ça vieillit comment? On peut parler de deux types de vieillissement, on va dire le vieillissement des finitions et le vieillissement du bois proprement dit. Alors, si vous le permettez, je voudrais juste compléter la notion de vieillissement de bois, parce qu'on va un peu stigmatiser le bois dans nos discussions aujourd'hui. On ne le stigmatise pas, hein, c'est l'idée. Le béton aussi vieillit, rassurez-vous. Voilà, c'est ce que je voulais, et la carbonatation des bétons, c'est une réalité. C'est ce que je voulais repréciser. L'ensemble des matériaux vieillissent. Le bois n'a pas une spécificité dans ce domaine. Après, par rapport aux différentes formes... Il ne vieillit pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre, différemment bien entendu. C'est vrai que quand on parle bois, et notamment en extérieur, c'est la première chose qui vient à l'esprit des personnes qui ont un peu d'expérience du bois dans la construction, c'est son vieillissement et bien sûr son entretien. Qui n'a pas entendu parler, les particuliers, les consommateurs, de l'ennui d'avoir à repeindre une paire de volets extérieurs ou une menuiserie. C'est classique dans le matériau. On connaît le PVC a fait toute sa pub là-dessus. Hein. Bien entendu. Donc vous dire quelles sont les différentes formes de vieillissement, ce serait compliqué. Effectivement, à chaque essence, à chaque système, puisqu'on peut parler de système dans la mesure où le bois est souvent enrichi d'un système, qu'il soit un traitement, qu'il soit une finition, qu'il soit tout procédé qui améliore sa durabilité et sa tenue dans le temps. Donc si on parle de système bois plus X, ces systèmes-là évoluent tous d'une manière un peu différente. Donc ce serait compliqué en deux mots de vous dire quelles sont les différentes formes de vieillissement. Alors, on ne peut pas dire des différentes formes de vieillissement, mais enfin, on sait quand même aujourd'hui, pour prendre les idées reçues, il y a l'aspect insecte, il y a l'aspect moisissure, il y a l'aspect tenue mécanique. Sur ces trois éléments, aujourd'hui, on a les réponses et il n'y a pas de souci. On a les réponses à la plupart des soucis. Je vais juste... quand même vous apporter un élément de réponse sur les différentes formes de vieillissement. Dans l'ouvrage dont vous parliez, Le bois en extérieur, édité par Atlan-Bois, nous avons créé deux notions qui sont, je pense, intéressantes, notamment pour les concepteurs et les maîtres d'ouvrage, pour distinguer deux formes de vieillissement principales. Nous avons défini une notion qui s'appelle la durée fonctionnelle et la durée d'aspect. Je reprends juste en deux mots les définitions que nous avons proposées pour ces deux notions. La durée fonctionnelle, c'est toute la période pendant laquelle le bois va pouvoir remplir son usage. Ça peut être une lame de platelage qui va rester suffisamment plate pour ne pas faire tomber les usagers et suffisamment belle pour satisfaire l'ensemble des usagers aussi. Ça peut être un bardage qui, bien entendu, va tenir en façade, mais tenir d'un point de vue mécanique. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la durée fonctionnelle, qui est essentiellement liée à l'intégrité du matériau, finalement, et à ses fixations. On retrouve vraiment les deux paramètres, intégrité du matériau, fixation. Là, on est dans le système, on est dans la tenue du système. On est dans la tenue, c'est celle qui est la plus évaluée par les certifications, par les essais, par le FCBA, en l'occurrence, qui est l'organisme de certification du bois, et le CSTB. Voilà, on est vraiment dans la partie avis technique aussi de l'ensemble des systèmes. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas abordé quand on veut concevoir en bois, quand on vend un produit en bois. Enfin voilà, quelque chose qui est très rarement abordé, c'est ce qu'on a appelé la durée d'aspect, qui est pour nous, dans cet ouvrage, on l'a défini comme ça, la période pendant laquelle le bois satisfait l'ensemble des personnes qui ont un contact finalement avec cet ouvrage d'un point de vue purement esthétique. Donc bien sûr, l'intégrité physique du matériau peut rentrer en ligne de compte, parce que si le bois est pourri, forcément,
il est moins joli. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le fameux grisonnement du bois et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, du côté des fabricants, on a des solutions. Donc on a bien compris qu'il y avait ces deux aspects. On va peut-être s'attacher un petit peu maintenant, parce qu'on va avoir des exemples avec nos architectes sur justement l'aspect du bois. Sur l'aspect, comment on arrive aujourd'hui à régler certaines choses, à la fois dans le grisaillement, on est plus ou moins contre. On a des maîtres d'ouvrage à qui ça fait très peur. Je pense par exemple aux élus quand ils font une école et qu'on vient après leur dire oh là là ça grisaille et je dis ça pour l'avoir vécu dans mon village. Est-ce qu'on a des solutions pour empêcher ce grisaillement? Est-ce qu'on a des solutions pour l'accompagner? Comment ça se passe? Alors oui, bien évidemment, parce que la question du grisonnement du bois, c'est une question qui est, je dirais, vieille comme le monde. Et en effet, tous les fabricants ont essayé d'anticiper et d'apporter des réponses. Alors souvent, les solutions peuvent être parfois combinées, je m'explique. Par rapport à la durabilité, on va dire, fonctionnelle, d'usage, c'est-à-dire assurer l'intégrité du produit durant sa durée de service, c'est-à-dire qu'il reste... À la limite, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a différents systèmes. Par exemple, les systèmes d'imprégnation dans la masse, c'est des technologies qu'on utilise beaucoup chez nous, sont des systèmes qui vont permettre, dans des process industriels, d'imprégner en profondeur un produit qui va à la fois préserver le bois, c'est-à-dire lui donner une durabilité biologique satisfaisante et pérenne dans le temps pour un usage en terrasse, en bardage ou autre. Et ces solutions-là ont évolué pour associer aussi un caractère esthétique. Alors esthétique, je le prendrai avec des pincettes, c'est pour anticiper finalement le fameux grisonnement du bois. Donc de solutions de traitement qui étaient traditionnellement vertes, parce qu'il y avait des produits de cuivre qui sont des solutions, on est allé vers des solutions dans lesquelles on a intégré des adjuvants, des colorants, des pigments, pour pouvoir donner différents aspects. Donc on est allé vers maintenant des imprégnations marron, c'est-à-dire ce sont les mêmes typologies de produits, mais qui vont donner un aspect plus naturel, puisqu'on aura un aspect proche de bois naturel, enfin marron. Et ensuite, des dernières technologies qui ont été faites, c'est des lancements qui ont été faits il y a 2-3 ans, ce sont des imprégnations grises. Et là, pour répondre vraiment à votre question, cela constitue vraiment sur une anticipation du grisonnement. C'est-à-dire ce qui choque généralement chez certains clients, lorsqu'ils ne souhaitent pas avoir d'évolution, c'est finalement le contraste qui peut être créé dans un ouvrage entre les parties qui auront vieilli prématurément ou plus rapidement, donc créant des parties grises, et des parties qui auraient pu être protégées. C'est le problème là, du vieillissement qui n'est pas homogène en fait, hein, en fonction de l'exposition des façades. Je pense que le grisonnement proprement dit, mais là c'est une question de goût, ne pose pas réellement de problème à partir du moment où l'évolution elle est homogène et qu'elle a été anticipée. Et on a vu des très beaux ouvrages qui ont un grisonnement avec une couleur tout à fait homogène et qui pèsent tout à fait aux clients, aux architectes et autres, parce que justement la conception ou l'ouvrage avait été réfléchi pour aider à avoir ce grisonnement. Alors lorsque la conception ne permet pas de le faire, il est dans ce cas nécessaire finalement d'anticiper ce grisonnement en utilisant des teintes grises au départ. Parce que si vous partez sur des produits qui ont déjà un aspect gris, je parlais d'imprégnation, mais il existe d'autres solutions, des solutions de finition, on en parlera aussi. Vous êtes sur une évolution d'un gris vers un autre gris, donc vous créez moins de contraste et donc vous avez une évolution qui est beaucoup plus homogène. D'accord. Alors, du point de vue des architectes et des maîtres d'œuvre que vous êtes, vous, à la fois sur ces deux aspects, fonctionnel et vieillissement de la finition, comment vous abordez le problème? On va commencer par vous. Déjà... Excusez-moi, par vous, Guillaume Bellus. Merci. Concernant le vieillissement du matériau, le fait de travailler avec du bois, je dirais que c'est presque la condition, c'est-à-dire que c'est un matériau naturel. Rapprochez bien votre micro. C'est un matériau naturel, et donc c'est la spécificité des matériaux naturels d'avoir une évolution dans le temps qui est liée au vieillissement. On le voit avec le cuivre, avec le zinc, avec le bois. Donc c'est une approche patine. Mais je dirais que oui, c'est une approche patine, et ça fait partie du jeu, on va dire, de travailler avec le bois. Sinon, on travaille avec des matériaux qui sont plus inertes, on va dire, et qui n'ont pas d'évolution dans le temps, ou une évolution qui est liée à une dégradation du matériau. Voilà. Donc, moi j'ai envie de dire, le fait de travailler avec le bois, c'est le fait d'accepter en fait cette idée d'une évolution, quoi, et donc aussi d'une évolution du bâtiment dans le temps, quoi. Voilà. D'accord. Et vous, monsieur Étienne Mégard, oui, sur cet aspect fonctionnel et grisaillement? Effectivement, nous on travaille beaucoup ce matériau bois. Donc, en premier point, nous déjà auprès des maîtres d'ouvrage qui effectivement n'admettent pas
le changement du bâtiment les 2 premières années, puisque quand on livre un bâtiment, un élu, par exemple, vous parliez d'école tout à l'heure, il est jugé sur les 2 premières années. Donc les 2 premières années... Voilà, après les élections, voilà, c'est bon. Les 2 premières années, le bâtiment va évoluer grandement, et c'est là où, effectivement, il faut qu'on recherche soit des patines, comme le groupe Pifto fait, avec des pré-grisaillements ou autres, soit essayer de mettre en œuvre le matériau avec, moi j'ai des exemples on verra les exemples tout à l'heure. Mais sur l'aspect, donc là on a l'aspect grisaillement, enfin on a l'aspect finition, vieillissement de la finition. Sur l'aspect fonctionnel, est-ce que par exemple vous rencontrez encore aujourd'hui des réticences à l'utilisation du bois pour ses performances mécaniques et fonctionnelles? Oui, tout à fait. Auprès de maîtres d'ouvrage de logements, par exemple de logements sociaux, on a une réticence qui ne souhaite pas avoir d'entretien ou autre, ou avoir à changer les bardages qui sont sur un vieillissement de façade de l'ordre de 20 ans. Là, on a de réelles réticences à mettre du bois. dont également des communes, comme vous parliez. Donc, nous, on utilise le bois par parcimonie. On croit beaucoup au bois pour le bois construction. Mettre en péril le bois et venir le mettre en pré-grisaillement, on pourra voir un autre exemple tout à l'heure. On ne l'utilise pas forcément comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez, vous, par rapport au grisaillement? Est-ce qu'il faut aller sur le naturel et laisser griser, ou est-ce qu'il faut plutôt aller vers le traitement et éventuellement jusqu'à la peinture? Parce que le bois, c'est aussi quelque chose qui se peint. Alors c'est un sujet extrêmement vaste et sensible. Moi, ma position est la suivante. Je trouve que les maîtres d'œuvre sont eux-mêmes convaincus, et c'est très bien, de la patine naturelle que prend le bois. Et je fais un cas général, ne m'en veuillez pas si vous ne faites pas partie de cette généralité-là. Bien souvent, je pense que cette philosophie, on va dire, n'est pas communiquée, ou peut-être pas à tout le monde, et pas forcément partagée. Je pense notamment aux futurs usagers de l'ouvrage, aux riverains, et à un ensemble de personnes qui vont suivre la vie de l'ouvrage pendant 25, 50 ans, bien au-delà du simple concepteur et de la personne qui a décidé sa construction. Et c'est dans ce sens-là où la durée d'aspect, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est bien entendu pas simplement la durée du concours, encore moins, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel il faut se projeter très loin, jusqu'à l'opération maintenance, effectivement, qui peut être à une échéance assez éloignée. Donc voilà ma position. Après, par rapport à la nécessité d'avoir un traitement ou une finition préventive ou curative, après tout, ça peut aussi être du curatif parfois, je pense que quand cette philosophie ne peut pas être partagée, quand il ne peut pas y avoir cet échange autour de... On parle beaucoup de projets collaboratifs aujourd'hui, quand il ne peut pas y avoir cet échange collaboratif sur le vieillissement de l'ouvrage, le traitement, avec une pré-patine éventuelle, marron ou grise, ou la finition est une solution pour avoir le maximum de garantie de satisfaire l'ensemble des parties prenantes. Voilà, c'est une garantie, on donne une couleur, on sait quelle couleur on donne. Et effectivement, il y a un entretien, mais ça se planifie, c'est pas non plus des budgets pharaoniques. Voilà, c'est deux philosophies différentes. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez chez vos clients? On est plutôt sur une approche naturelle, ou on est plutôt sur une approche finition? Enfin, finition, des pré-finitions. Alors, il y a de tout, en fait. Parce que nous avons essayé de développer aussi un service pour essayer d'accompagner, on va dire, les architectes et décideurs dans leurs projets bois. Parce que je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse unique pour tous les projets. Il y a bien sûr des considérations de goût, de choix de produits. Il y a des considérations aussi de lieu de construction, de typologie de bâtiment. Par exemple, pour clairement répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a eu longtemps, et elle existe encore, une mouvance pour l'utilisation des bois naturels, c'est-à-dire des essences qui, naturellement, peuvent être utilisées en extérieur sans un traitement, sans une finition. Je parlerai par exemple du Douglas, qui est une essence française qui se développe beaucoup, ou le mélèze. Alors il est clair que c'est une essence qui a eu un fort impact et un fort attrait chez les architectes, mais nous sommes relativement, pas réticents, parce que nous en faisons beaucoup, mais nous essayons de conseiller sur le bon usage de ces essences-là. Ces essences-là ne peuvent pas être systématiquement utilisées dans des milieux très humides, exposés, ou dans des milieux urbains avec une forte pollution, parce que bien sûr elles sont durables, donc la situation fonctionnelle, on parlait de l'usage fonctionnel, il n'y aura aucun problème, et sur l'aspect esthétique, on peut avoir, selon la conception du bâtiment, je veux bien dire, une évolution esthétique qui, en effet, pourra être finalement difficile à accepter pour les riverains et qui devrait être finalement une mauvaise image du bois. Donc aujourd'hui, les bois naturels, nous les utilisons beaucoup, mais nous essayons de les orienter vers des projets ou des climats qui s'y prêtent le mieux. Les solutions d'imprégnation sont en effet des solutions
qui couvre finalement le plus large spectre d'usage, parce qu'on associe à la fois de la durabilité biologique et de l'aspect. Donc les imprégnations marron-gris connaissent chez nous un fort développement, parce que ce sont des solutions qui anticipent cette fameuse patine, et pour finalement un entretien qui est relativement limité, puisque c'est uniquement un entretien de nettoyage de façade, comme on pourra retrouver sur des façades en minéral ou d'autres types de constructions. Donc il existe des solutions qui ont un entretien comparable à des solutions en dur ou en minéral. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle du vieillissement du bois, mais on parle rarement, et ce genre d'émission n'est rarement réalisé sur l'enduit, par exemple. On parle rarement du vieillissement de l'enduit. C'est quoi? C'est un problème d'image? C'est un problème de... Je pense que intrinsèquement, les gens pensent, c'est culturel, il y a encore toujours l'image des trois petits cochons. Hein. Le bois est un matériau qui pour la majorité des gens, est fragile, va pourrir. C'est un bois qu'on brûle parce qu'on le met dans la cheminée. Enfin voilà, ce sont des images très concrètes qui font que dans l'image et dans, on va dire, l'imaginaire général, le bois est un matériau fragile, ce qui est faux. On a beaucoup de références. Il suffit juste de lever un petit peu la tête et de regarder un peu les bâtiments autour de chez vous et vous verrez des revêtements en enduit qui ont des vieillissements qui sont vraiment... jolis. Clairement, très, exactement pas jolis, ou je dirais... beaucoup plus disgracieux, on dirait. Voilà. Mais on a toujours l'image du bois, parce que peut-être qu'on en voit un peu moins. Dès qu'on a des ouvrages bois, tout de suite, ça attire l'œil, parce que dans le paysage, ça peut dénoter encore un petit peu. Et forcément, on colle au bois une image d'un matériau fragile, alors qu'il existe de multiples solutions actuellement pour faire des solutions très pérennes. Alors, juste une petite réaction, et puis après, on attaque sur la présentation des projets, parce que là, on va voir justement les références et comment on les aborde. Très vite alors, deux compléments. Le premier, c'est vrai que souvent la réticence au bois qu'évoquait monsieur tout à l'heure, par rapport à la réticence de certains maîtres d'ouvrage, elle est non pas liée à la résistance fonctionnelle, à la durée fonctionnelle, mais uniquement à cette fameuse durée d'aspect. Et l'association a été faite, enfin vous l'avez faite sans faire peut-être attention, mais voilà, et Vincent Marlin le disait tout à l'heure, souvent ce grisonnement est associé à une défaillance fonctionnelle du matériau. Or, ça n'est que de l'aspect. Hein, on est bien d'accord, et c'est important de le rappeler autour de cette table. Un bois gris n'est pas un bois pourri. Voilà, c'est son aspect. C'est un peu comme un... On parlait du zinc tout à l'heure ou du cuivre. La patine du zinc ne fait pas que le zinc est un matériau de couverture qui est dégradé. Il est même souhaitable pour sa durabilité. Et on a moins de problèmes avec le zinc et avec le cuivre qu'avec le bois. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup moins de ces questions avec des matériaux comme le cuivre et le zinc. Alors que le bois... Ça cristallise sur ces discussions. Moi, je voudrais juste refaire un point par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est vieillissement et mise en œuvre, je crois. C'est finition et vieillissement. Finition et vieillissement. Il y a le vieillissement qui est voulu et il y a le vieillissement qui n'est pas souhaité. En fait, dans la question du bardage, je pense qu'on a abordé jusqu'à maintenant la question du bardage sous un angle qui est des parties courantes, on va dire, dans sa globalité. Et quand on travaille avec le bois, on parle des parties courantes et puis des points singuliers. Je dirais que le plus gros préjudice qu'on peut faire au bois, c'est de maltraiter ces points singuliers. Parce que c'est souvent là que les problèmes se posent. Et que le bois devient pas beau, quoi, voilà, dans son vieillissement. Alors, présentez-nous le projet que vous nous avez amené et dites-nous un petit peu comment vous avez abordé cette problématique bois. Alors, en fait, ce projet il est situé dans un écran de verdure de 27 hectares en plein cœur de Saint-Denis, donc pas très loin d'ici. C'est la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Donc c'est un établissement, c'est un bâtiment qui doit accueillir à rez-de-chaussée de l'enseignement et dans les étages du logement. Alors en fait, si on peut avoir la... Oui, on va faire dérouler. Mais ne vous bloquez pas sur les photos. Non, mais juste ce qu'on voulait montrer en présentant ces images, c'est justement la question du traitement des rez-de-chaussée, de la garde au sol. On le voit ici aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours un problème avec la garde au sol, même si on respecte les documents techniques, on a toujours des problèmes. C'est un peu juste. Donc en fait, vous le mettez un petit peu plus en hauteur. En fait, la structure doit être 20 cm au-dessus du niveau du sol et le bardage doit commencer à 15 cm du niveau du sol. Alors, même à 15 cm, un bardage à 15 cm, il y a souvent des problèmes. De projection. Voilà. Donc, en fait, dans les premières images qu'on a vues, voilà,
On n'utilise pas de bois en dehors de la structure, et la structure, elle, en fait, est sur des connecteurs métalliques et protégée par des capots métalliques en partie basse. Ensuite, on n'utilise pas de bois, mais plutôt un bardage qui est fait de fibre-ciment. Voilà. Et le bois intervient dans les étages ensuite. Voilà. Là, on est sur un bois naturel, on est sur quel type d'essence et comment ce choix a été fait avec la maîtrise d'ouvrage? Alors, notre agence intervient principalement pour des collectivités ou des bailleurs sociaux. Et quand on choisit de mettre en œuvre du bois, ce choix il est guidé par des performances économiques, mais aussi par des questions, on en a parlé tout à l'heure, de zéro entretien. Ça n'existe pas le zéro entretien, mais on est, en général, quand on traite le bois, on est obligé de le retraiter à 2 ans, 5 ans, 10 ans, en fonction des traitements qu'on lui applique. Et donc on a plus de facilité à faire passer un bois en expliquant que c'est un bois qu'il est naturel et qui ne nécessite pas de traitement, que d'expliquer qu'il y aura des campagnes de restauration, enfin de reprise, d'entretien régulièrement. Voilà. Donc ici, pour ce projet, en fait, on est sur un mélèze. Alors là, c'est la première façade qu'on a traitée dans le projet, où il y avait des assemblages de bardage en hauteur. On avait recoupé étage par étage pour avoir des bardages toute hauteur. Et donc les autres façades, en dehors des pignons, ont été traitées en bardage continu, verticalement, parce qu'on pense que ça peut aussi créer des problèmes de vieillissement, c'est-à-dire d'avoir des bardages reconstitués. C'est un point très important que vous abordez là, parce que le grisonnement ou l'évolution du bois, c'est finalement une réaction qui se fait au contact de l'eau, avec d'autres facteurs bien évidemment. Le bois ne craint pas l'eau, c'est pas ça le problème de vieillissement, le problème c'est l'eau stagnante, ou des écoulements de fluide qui vont se concentrer à certaines zones avec une fréquence importante par rapport à d'autres zones qui vont créer un grisonnement anticipé. Donc là, ce qu'il faut, c'est finalement favoriser au niveau de la conception, ce qu'on appelle des conceptions drainantes, c'est-à-dire des conceptions qui vont permettre cet écoulement de l'humidité. Et il y a 2 types de conceptions. Il y a une conception avec un rôle très important au niveau des concepteurs des bâtiments, vous-même, les architectes. Et nous, à notre juste niveau, nous pouvons aussi vous conseiller ou vous accompagner sur cette solution-là. Donc ça, c'est le niveau de la conception de l'ouvrage. Mais il y a aussi des niveaux de conception au niveau des fabricants de produits. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'intégration et la considération dans les profils de bardage qu'on utilise, de profils qui vont permettre de favoriser le drainage de l'eau, en favorisant des pentes, en favorisant des orientations, en travaillant sur des jonctions de lames, qui permettront finalement d'avoir le meilleur vieillissement possible sur la façade. Donc on a un rôle commun finalement, vous sur l'ouvrage, nous sur les produits, pour continuer à promouvoir le bois. Justement, pour rebondir, on est sur un bardage vertical, et on sait qu'en vertical, le bois vieillit mieux qu'en horizontal. Voilà. Alors on va voir le deuxième projet que vous nous avez apporté, monsieur Étienne Mégard, architecte, à Paris et en Rhône-Alpes. Et là, on est sur un projet parisien. Oui, le premier projet, je voulais quand même illustrer, dire que ce que nous, on construit beaucoup en bois. Depuis 35 ans à l'agence, on construit en bois. Et on construit en bois construction. C'est-à-dire que souvent, on utilise le bois d'abord en intérieur, en construction, c'est là où il est le meilleur. Et dans un milieu urbain comme ici à Paris, il est habillé de briques. On préconise quand même pour développer le matériau bois, de mettre un matériau noble, un matériau pérenne en façade. Donc c'était cette première illustration. Ce qui n'empêche pas le bois d'être un matériau noble. Ce qui n'empêche pas le bois d'être un matériau noble. Vous parlez du bois, je pense, oui, en termes de matériau noble. Je parlais de la brique ici. Vous parliez du matériau noble en tant que bois. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'avais mal compris. Donc après, moi je rejoins toutes ces problématiques de l'eau. Effectivement, le bois est comme tout bâtiment. On peut vous parler tout à l'heure d'autres bâtiments, c'est la même chose. Ce qu'il faut dans un bâtiment, nous ce qu'on dit, c'est des bonnes bottes et un bon chapeau. C'est-à-dire qu'avant tout, on voit ici que sur cet équipement-là, on prévoit donc une toiture avec des bords de toiture assez généreux pour protéger le bois en tête et éviter que des coulures se forment en tête du bois. Également ici, vous voyez qu'on est surélevé et le bois n'est pas en contact avec le sol. Ça, c'est ce qui va pouvoir générer une patine et effectivement un projet de qualité. Bon, ici, sur ce bâtiment-là, on ne voit pas, mais on a également fait une passerelle en bois, puisqu'on parle du vieillissement du bois, mais on peut le mettre pas qu'en bardage, mais aussi en structure. Et la passerelle en bois, le jour de l'inauguration, j'ai pu illustrer qu'effectivement, elle était toute grise.
vous verrez la patine du bâtiment qui sera à la fin, ce sera ce grisaillement, puisqu'il est beau et il convient bien au maître d'ouvrage. Là, c'est un bardage naturel ou c'est un bardage... D'accord. Je suis comme mon confrère, je préconise ce qui fait développer le bois, c'est qu'il y a un faible coût d'entretien. Donc du coup, ne pas mettre d'éléments type lasure ou peinture qui demandent un entretien. En France, on est encore... voilà, on n'est pas comme ça c'est un vrai argument, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, c'est un argument économique et très important sur le point de dire, bon, finalement, si j'ai un bois naturel, je n'y touche plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, le PVC a fait sa publicité là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, après, voilà, on n'a pas encore de personnes qui sont prêtes à faire de la peinture ou de la lasure sur leur bois régulièrement. On ne connaît pas encore de maître d'ouvrage qui soit prêt à ça. Dans d'autres cultures, c'est une qualité, mais en France, ça ne l'est pas. Ici, l'autre illustration que je vais vous montrer, c'est qu'on fait des bâtiments publics également avec des vêtures en bois. Ici, c'est le bois, c'est 3 ans après la livraison. Donc on voit la médiathèque ici, les bois sont tous gris. On a mis une vêture à l'arrière qui est rouge et qui permet de donner au matériau grisé une structure et une qualité même dans le temps. Cette vêture, c'est le pare-pluie tout simplement. Le pare-pluie tout simplement, qui peut être coloré et qui du coup fait ressortir la couleur grise du bois. D'accord. Et ça atténue l'effet vieillissement pour le maître d'ouvrage Oui, ça atténue le vieillissement pour le maître d'ouvrage. Du coup, on lui donne une façade homogène parce qu'ici, on est dans un milieu un peu urbain avec des pierres, vous voyez, et l'assemblage de patines, pierres et bois pouvait convenir, mais pas du tout bois. Donc ça, ce sont les astuces, entre guillemets. Ça, c'est des astuces pour utiliser le bois. Mais je montre effectivement ici, c'est du bois pré-grisé. Il y a certains paysages en France, de nombreux paysages en France. Ici, on est dans le Bugey, où le grisaillement est tout à fait admis et s'intègre complètement dans le paysage. Comme on voit ici, c'est la maison de la filière bois de l'Ain, où on a utilisé un bois pré-grisé. Un bois pré-grisé. Voilà. Allez-y, Oui, bois pré-grisé et qui se lie complètement au paysage. Donc il y a de nombreux paysages et de nombreux cas où le pré-grisaillement permet de développer ce type de matériaux. On voit sur l'autre image du projet, c'est la couverture. Là, c'est pas un pré-grisaillement. Si on peut passer à une autre image, je sais pas si... Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle ne passe pas. Elle ne passe pas, tant pis. L'autre, c'est effectivement une vêture qui pré-grise de manière naturelle. On n'a pas appliqué de pré-grisaillement. Elle est déjà grise, elle est mise en extérieur directement. Et, du coup, et pourquoi avoir choisi le pré-grisaillement ? Ici, puisqu'on avait des débords de toiture, et si on voulait avoir le grisaillement homogène, c'est de l'avoir le pré-grisaillement. C'est une histoire de soleil qui vient taper contre la façade, plus ou moins, et qui va faire griser. Qui va faire, effectivement, quand on a des débords de toit, on peut admettre qu'il y a une dégradation, enfin pas une dégradation, mais un vieillissement différent entre le haut et le bas du bardage qui va prendre le soleil. Du coup, le pré-grisaillement permet d'atténuer ça. Sachant qu'il va quand même marquer un petit peu, le pré-grisaillement ça vit aussi dans le temps, donc ça va quand même marquer un peu, mais ça l'atténue. Si je peux vous compléter, justement, c'est des solutions d'imprégnation colorée qui ne sont pas des finitions. Ce sont des systèmes d'imprégnation par autoclave en profondeur avec des solutions de couleur grise. On fait de l'imprégnation grise, par exemple, chez Piftebois. C'est pour répondre à ces problématiques-là. Autrefois, lorsqu'on voulait avoir un grisonnement homogène d'une façade, il fallait une conception où on va limiter toutes les ombres déportées, les débords de toit et autres, et on va avoir plutôt vers des architectures qui vont être très cubiques pour avoir une exposition homogène de la façade au soleil et à la pluie pour avoir ce grisonnement. Avec une imprégnation colorée, notamment grise, vous pouvez vous permettre d'avoir des ombres projetées des grands débords de toit, puisque les parties qui sont ombragées, elles, étant grises à l'origine, restent grises, et les parties, notamment pieds de mur, qui vont être exposées à la pluie et au soleil, vont grisonner, c'est-à-dire que le gris initial de la pigmentation va être remplacé par le grisonnement naturel dû au vieillissement, à l'évolution du matériau. Et donc nous avons une façade qui reste homogène, sans entretien, sauf un entretien de nettoyage, mais on n'est pas sur des finitions. Oui, du nettoyage normal. Vous vouliez réagir à ce que disait votre collègue tout à l'heure ? Non, juste, en fait, dans la présentation des projets tout à l'heure, j'ai présenté qu'un des deux projets que j'avais Allez-y, montrez-nous, parlez-nous de l'autre projet en 2 minutes, parce qu'on approche de la fin. Juste très rapidement, en fait, le deuxième projet, c'est un projet de logements sociaux et de crèches. C'est celui qu'on est en train de voir à l'image. Voilà, qu'on est actuellement à l'écran, qui est en fait composé d'une double façade, on va dire. Une façade primaire qui est la peau du bâtiment et qui est traitée avec un bardage rainure et languette reconstitué, qui fait 20 cm de haut. Et puis un bardage qui est plutôt en garde-corps, on va dire, avec un bois massif ajouré.
Et donc l'idée dans le vieillissement, c'est de jouer sur ces deux plans et d'imaginer que le vieillissement va accentuer le contraste entre les deux plans de façade, puisqu'il y a forcément la façade qui est en retrait, elle, va vieillir beaucoup moins vite que l'autre. Voilà. Et juste dans les images que j'avais montrées, je voulais faire aussi un petit commentaire sur le vieillissement non souhaité, puisqu'il y a des points singuliers, il y en a beaucoup dans le bâtiment. Il y en a certains qu'on peut oublier en phase de conception. Et j'ai envie de dire que l'année de la garantie de parfait achèvement, ça doit être un moment où on essaie de corriger ces problèmes-là, puisque le vieillissement non souhaité, ou, comme je l'expliquais tout à l'heure, apparaît très vite. C'est-à-dire au bout de 3-4 mois, on se rend compte qu'il y a des coulures disgracieuses ou des choses qui ne sont pas souhaitées. Et donc c'est l'occasion, c'est ce qu'on voit ici par exemple, en fait sur le bardage. On voit assez mal sur l'image, mais la couvertine devrait continuer sur la partie qui est extérieure. Et sur l'autre image, la suivante, si on peut voir la suivante. On va essayer de la voir, si on peut la voir. Voilà. Ici, on voit justement un traitement de pied de façade sur le bardage, sur la terrasse, qui n'a pas été reconduit sur la deuxième photo. Il y a un caniveau, on pensait que ça serait suffisant, en fait, ça l'est pas. Ça l'est pas. Donc c'est vraiment le souci du détail. Mais je pense dans la conception. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on construit en bois, on est en formation tout le temps. C'est une formation continue, c'est aussi l'intérêt de ce matériau, c'est de se remettre en question et d'essayer d'améliorer en permanence le mode constructif. Voilà. Merci. Alors, on arrive presque au terme, donc ce sera votre conclusion. Alors, je ne sais pas si ce sera sous forme de conclusion, mais je vais revenir sur l'approche des maîtres d'ouvrage en réagissant à ce que vous avez dit tout à l'heure. Souvent, les maîtres d'ouvrage veulent un bois sans entretien, mais je pense sincèrement qu'ils se projettent à l'échéance qui les concerne eux, et non pas à l'échéance qui concerne l'ouvrage. Et je pense que le tort du bois, le problème du bois, c'est je l'ai déjà dit, mais je le reformule, on ne se projette pas suffisamment dans la durée de l'ouvrage. Et dire qu'un bois naturel ou naturellement durable sera sans entretien, c'est faux. On sait tous que ces façades-là nécessiteront ne serait-ce qu'un nettoyage, voire parfois un dégrisonnement, voire parfois une finition, parce que tout d'un coup on aura envie de lui donner une couleur. Donc dire qu'un bois est sans entretien parce qu'il est naturel, je pense que c'est erroné, si je peux me permettre. Donc, mais les maîtres d'ouvrage n'ont pas cette culture-là. La deuxième chose importante sur laquelle je voulais revenir, on a dit que le bois n'était pas, l'eau n'était pas l'ennemi du bois, et vous avez une image qui est fréquente dans la filière, qui est de dire que pour bien utiliser un bois en extérieur, il lui faut un chapeau et des bottes. Et cette image, malheureusement, elle est incomplète. Je veux dire par là que des bottes, si vos bottes se remplissent d'eau, vos pieds marinent, donc il faut des bottes trouées. Et c'est la chose vraiment la plus importante quand on utilise du bois en extérieur. Il faut que l'eau, de la ventilation, en fait, si elle s'accumule, puisse s'évacuer et que le bois puisse se ventiler. C'est vraiment, s'il y a une chose à retenir quand on utilise le bois. C'est le petit souci que vous avez avec votre caniveau, en gros. C'est-à-dire que l'eau ne s'évacue pas assez vite. Non, en fait, on a un phénomène de rejaillissement sur le pied du bardage. Sur le pied du bardage. Voilà. D'accord. Il faut que l'eau s'évacue. La hantise du bois, c'est la stagnation de l'eau et de l'humidité. La hantise du bâtiment en général. Et du bâtiment en général, tout à fait. Que ce soit bois ou autre chose, l'eau, c'est l'ennemi du bâtiment. Donc il faut qu'elle s'évacue. Il faut des trous, il faut des évacuations des pentes, notamment des pentes. Et il faut aussi que quand le bois a été humidifié, il puisse sécher rapidement. Donc il faut de la ventilation, il faut de l'espace. Petite conclusion rapidement. Non, je pense que tout a été dit. Je pense que c'est un travail qui doit être commun entre les industriels qui développent des solutions, les concepteurs de bâtiments qui sont là, qui sont face aux maîtres d'ouvrage, les premiers promoteurs du matériau. Donc je pense que nous avons besoin de travailler ensemble pour vous apporter des nouvelles solutions, pour continuer de convaincre la maîtrise d'ouvrage de construire en bois. Car ce matériau-là, bien sûr, c'est un beau matériau auquel nous croyons tous et qui a un vrai futur et un bel horizon devant lui. Mais voilà, il faut continuer de convaincre, d'éduquer, de former. Donc je pense que l'ouvrage dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un bon axe aussi de développement et d'axe pour pouvoir communiquer et éduquer finalement les différents décideurs. Et les industriels s'inscrivent vraiment dans cette démarche-là pour continuer à promouvoir le bois français évidemment, pour que la construction bois continue de se développer dans notre beau pays. Voilà. Monsieur Mégard, une petite conclusion. Oui, bref, effectivement, je rejoins la table ronde et dire que nous, on développe le bois et le bois dans tous ses états, en structure et en vêture. Le bois en vêture, faut admettre son grisaillement et sa patine, mais c'est une belle patine qui peut s'intégrer dans de nombreux paysages français. Je pense que ce sera ma conclusion. Vous aurez le mot de la fin.
Je pense qu'on est tous ici d'accord pour... ce qui nous réunit, c'est la passion du bois. Et je rejoins un monsieur qui disait c'est un travail de collaboration. Donc il faut beaucoup communiquer, se parler, essayer de trouver si j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est un travail de collaboration pour le choix du matériau, mais aussi pour sa mise en œuvre et vraiment soigner tout ce qui est détail en fait. Hein. C'est ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que quand on travaille avec le bois, on travaille avec un matériau qui n'est pas inerte, qui bouge dans le temps et l'idée c'est qu'on est en formation un peu tout le temps avec ce matériau. Donc on a encore pas mal d'améliorations à mettre en œuvre pour faire en sorte que l'architecture soit en bois, quoi. Voilà, écoutez, merci messieurs. Je rappelle le livre donc, qui a été édité par Atlan-Bois, dont vous êtes le co-rédacteur, monsieur Mathieu Foulonneau. C'est Le bois en extérieur qu'on peut trouver... c'est sur le site d'Atlan-Bois. Il suffit de s'inscrire. Notamment en vente sur le site d'Atlan-Bois au prix de 30 €. Mais je pense que d'autres professionnels vont aussi le proposer en vente sur leur propre site parce que c'est un ouvrage qui fera normalement référence. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.